Bonjour à tous, je m'appelle Alain Elali, je bosse chez GitHub et aujourd'hui je ne vais pas vous parler de GitHub, je vais vous parler de vous principalement. Parce que j'ai la chance dans mon job de rencontrer plein de gens, de rencontrer des gens ici, de rencontrer des gens aux US, de rencontrer des développeurs, mais d'autres aussi, d'autres profils. Et puis il y a souvent des choses qui reviennent et puis il y a des choses où je sens qu'on pourrait en tant que développeur faire beaucoup mieux, où on pourrait un petit peu peut-être s'imposer dans pas mal de cas. Et donc j'ai envie d'en discuter avec vous pour potentiellement vous donner des idées, vous donner des pistes pour reprendre un certain nombre de choses en main. D'accord? Et bon, alors notamment, il y a pas mal de transformations en cours en ce moment où le développeur devrait redevenir super important et ce n'est pas toujours le cas. Typiquement, dans les conversations que j'ai pu avoir avec vous aujourd'hui sur notre stand, hein, d'ailleurs on a des stickers, si vous n'en avez pas encore plein de stickers, vous pouvez venir nous voir. Il y a plein de gens qui viennent me dire en disant ouais, c'est pas moi qui ai fait le choix, c'est un tel qui a décidé d'utiliser ça, moi je suis pas d'accord, mais bon j'ai pas le choix, etc. Et je me dis mais ce gars qui a fait le choix, c'est lui qui utilise le produit au final? Et on me dit bah non, mais alors, vous voyez? Alors quand vous allez voir votre compta, à la compta, ils ont choisi les outils qui leur allaient bien. Ouais, c'est pas le mec de l'IT qui leur a dit, bah tiens, pour la compta, tu vas utiliser ça. Vous voyez, c'est eux qui ont choisi l'outil qui leur allait bien. Et nous, côté développeur, on n'a pas toujours la volonté de s'imposer. Donc j'ai envie de vous redonner quelques idées pour que ça change. Alors bon, pour faire un titre sympa, j'ai fait un petit jeu de mots avec le digital, etc. Donc moi, je fais partie des gens pour qui digital, ça veut dire ça, donc des doigts. Déjà, c'est le premier truc que j'ai envie de remettre à plat, hein. Il y a plein de termes en ce moment dans l'IT qu'on entend, enfin dans l'IT, dans des gens qui parlent autour de l'IT qui sont complètement déconnants et que nous, développeurs, on n'utilise pas, mais qu'on les laisse utiliser. Alors, je ne sais pas si vous écoutez la radio, mais en tout cas, on nous rabâche de digital, on nous parle de data. Les données, c'est aussi bien, ça marche pareil, mais on dit data maintenant. On nous parle des algorithmes. Ah, les algorithmes, ça fait tout maintenant. Moi, le premier algorithme que j'ai trouvé, ou que j'ai appris, c'était le triabule. Et le triabule, hein, c'est pas de l'IA, ça fait pas faire avancer des voitures toutes seules, mais ça s'appelait quand même déjà des algorithmes. Donc déjà, si on pouvait remettre un peu à plat en disant, bon, arrête ton bullshit, et puis on va parler de trucs un peu réels et pas de conneries comme ça serait bien. Parce qu'on trouve des marketeurs aujourd'hui qui parlent de digital. Alors, la perle de l'année que j'ai trouvée sur Twitter, c'était ça. Je pourrais vous donner le tweet hein, si vous voulez le voir, mais il faut concentrer ses forces pour être concurrent dans la guerre digitale de notre monde numérique. Moi, j'avais trouvé ça excellent quand même. Ça veut absolument rien dire ce truc, hein. Parce que je vous rappelle que en anglais, digital, ça veut dire numérique, hein. Donc la différence entre les deux, moi, je la trouve pas. Enfin, j'avais trouvé ça génial. Et il y en avait plein. Il y avait tout un filon comme ça de tweets complètement déconnants. C'était pris pendant une conf et j'avais trouvé ça super. Alors pour remettre les trucs au point, j'ai été voir le site de l'Académie française, et ils vous le disent bien en plus, hein. Donc si vous voulez un pointeur pour éduquer un peu les gens, donc en plus c'est génial parce qu'ils disent, alors si je vais pouvoir le faire marcher ce truc-là, voilà, on dit, on ne dit pas, ouais, il n'y a pas plus facile, et ils rappellent bien qu'on ne dit pas, on ne dit pas un appareil photo digital, on dit un appareil photo numérique, comme quoi, hein. Il n'y a pas que moi, il y en a d'autres aussi, donc si on commençait déjà par reprendre notre vocabulaire, d'accord, et arrêter de laisser les autres bouffer nos compétences et nos technologies avec des vocabulaires marketing, ça serait déjà pas mal. Parce que généralement, ceux qui utilisent ces termes-là ne savent pas trop de ce dont ils parlent. Mais on va revenir là-dessus. Ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est des grandes transformations. Les grandes transformations pour lesquelles, moi, à mon avis, le développeur devrait être leader sur ces choses-là. Donc là, mes slides, ils sont en anglais. C'est pour ça que j'ai mis digital. Mais en français, je dis numérique. Donc on va parler de transformation numérique, transformation agile. Je vais laisser DevOps de côté parce que j'ai que 45 minutes, à moins que Audrey soit d'accord pour que je reste une demi-heure de plus. Non, bon, tant pis. Donc on va pas faire. Mais on va parler de tout ça. Et déjà, il y a un truc que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Je vais parler de beaucoup des bouquins que j'ai lus cette année, ou les années d'avant. Et généralement, vous pouvez tous encore les trouver. Ils sont tous très intéressants. Quand je mets en parallèle les conversations que j'ai ici avec un bouquin que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui s'appelle The New Kingmakers, je trouve que le gap, il est génial. Enfin, la dichotomie, elle est assez impressionnante. The New Kingmakers, c'est un bouquin qui a été écrit en 2013 par le fondateur de New Relic, dans la Silicon Valley.
Et donc, le titre, c'est les nouveaux faiseurs de rois. Et donc, pour lui, les développeurs sont les nouveaux faiseurs de rois. Alors, dans la Silicon Valley, tout le monde dit yeah, super. Est-ce que ici, vous avez l'impression d'être un faiseur de rois? Moyen. Alors, donc, ouais, le titre, il est un peu, il survend un peu le truc. Quand même. Alors, mais par contre, il dit des trucs qui sont géniaux dedans. Si vous êtes un petit peu, si vous avez à peu près mon âge, donc 27 ans. Donc non, mais si vous avez fait un peu d'IT sur un peu plus de 10 ans, vous vous rappelez peut-être qu'il y a 10-15 ans, quand on démarrait un projet IT, bah, il fallait des licences serveurs d'application Java, du WebSphere, du WebLogic, des choses comme ça. Il fallait une licence Oracle. On allait faire tourner ça sur un Solaris ou sur un AX. Vous voyez, il y avait toute une infra. Et avant d'avoir démarré la première ligne de code, ça nous coûtait déjà 100 000, 200 000. Vous voyez, on était dans le moindre projet, bam, ça tombait comme ça. Après, il fallait l'environnement de pré-prod, machin. On doublait, on triplait, les coûts augmentaient. Et aujourd'hui, le même projet, vous le démarrez, la première ligne de code, vous avez payé 0. Vous écrivez votre code, vous avez un MySQL, vous êtes sur du Node, vous êtes sur du PHP, enfin ce que vous voulez. En termes de software, ça vous coûte 0. En termes de hardware, ça vous coûte 0. Vous partez sur d'Amazon, sur des trucs comme ça. Donc le coût de démarrage, ça devient, le coût d'un projet, ça devient que le coût du développeur. C'est le seul driver en fait sur lequel on va pouvoir jouer. Après, sur l'environnement d'exploitation, évidemment, il y aura des coûts, sans doute. Mais en première approximation, le coût principal d'un projet, ça devient le coût du développeur. Ce qui fait que aujourd'hui, plus qu'hier, c'est votre productivité à vous qui est le driver du coût total du projet. D'accord ? Avant, à la rigueur, le développeur perdait 10 minutes, le développeur perdait 1 heure. De toute façon, quand j'avais payé 200 000 chez Solaris, chez Oracle ou chez Sun pour payer une machine, bon, ça allait. Mais aujourd'hui, c'est le coût nominal du projet, c'est le coût du développeur. Et donc ça, c'est un argument déjà, et on reviendra dessus, c'est un argument pour dire, bah, moi, mon environnement, mes outils, mon laptop, mon IDE, enfin tous les outils dont j'ai besoin pour travailler, c'est directement des minutes de mon temps qui sont gagnées, c'est directement de l'argent, du coût du projet qui est gagné. Et donc ça on reviendra dessus, mais ça doit devenir un réflexe pour vous de comptabiliser ces choses-là et de dire, bah voilà, moi j'ai besoin de cet investissement-là, et on va en gagner derrière, on va gagner des choses derrière. Après, ce qui s'est beaucoup passé sur ces dernières années aussi, c'est qu'on a automatisé un maximum de choses. Et dans notre vocabulaire, on parle de software factory, on parle d'usine logicielle, on parle de plein de trucs d'automatisation. On a repris les vocabulaires de Toyota aussi, le Kanban, le machin, etc. Donc on s'est mis dans ce jeu lexical de l'automobile, de l'industrie, des choses comme ça. Ce qui fait que pour beaucoup, le développeur, c'est devenu l'ouvrier spécialisé. Vous voyez, le pousseur de boutons. On a un peu oublié que le développeur, il fait un peu plus que ça. Que le développeur, c'est un mélange, et c'est un mélange qui est assez unique, de personnes qui à la fois réfléchissent et à la fois est créatif. Et ça, en France, la partie créativité, on l'a vachement oublié. En France, la voie royale pour devenir développeur, c'est les études mathématiques. C'est la logique à mort. Et la créativité, on l'oublie complètement. Mais cette partie créativité aussi, on va voir que dans votre productivité, elle est super importante. D'accord ? Parce que raisonner, c'est quelque chose, mais se mettre dans ce qu'on appelle le flow pour pouvoir délivrer des choses qui sont innovantes, ça, c'est aussi quelque chose dont vous avez besoin et qu'on vous empêche d'avoir très fréquemment à cause des interruptions dont vous êtes victime au quotidien. Mais on reviendra dessus. Donc, le premier truc dont je vais vous parler aujourd'hui, ça va être sur la transformation numérique. Ça, pour moi, c'est un point clé, et c'est un point qui a été complètement trusté par le marketing et les commerciaux. Complètement. Aujourd'hui, on a très peu notre voix au chapitre là-dessus. Et pourtant, la transformation numérique, c'est déjà de la techno. Et c'est de la techno qui est mélangée à du business. Et ça, c'est super important aussi. Donc, si on regarde parce que c'est à tarte à la crème en ce moment, la transformation numérique. Tout le monde en parle. La plupart du temps, quand j'en entends parler, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des apps mobiles, ils font des sites web. Je me dis, ça j'en faisais il y a 10 ans, c'est quoi la transformation aujourd'hui, quoi ? Donc le concept de transformation numérique, déjà, il faut bien l'appréhender pour savoir où on va et savoir comment la chercher.
pour moi, les exemples qui sont parlants aujourd'hui, c'est des gens comme Tesla, par exemple. Alors, ils n'ont pas transformé leur entreprise, puisqu'elle est née comme ça, mais ils ont transformé l'automobile grâce à la technologie. Hein, y avait si on rentre un peu dans ce qu'a fait, dans ce que sait faire Tesla, et si vous n'êtes pas utilisateur de Tesla aujourd'hui, c'est juste... enfin, on est à des millions de kilomètres de ça dans nos véhicules aujourd'hui. Moi, j'ai une Citroën. Mon GPS, il n'a pas changé depuis que j'ai acheté ma Citroën. D'accord ? Donc, je ne vous dis pas, il y a le nombre de routes qui n'existent pas sur mon GPS, c'est super saoulant. Eux, ils sont capables de vous mettre à jour le software qui gère la durée de vie de la batterie. Enfin, le software qui gère la consommation de la batterie. Et donc, quand il y a eu un ouragan en Floride, les mecs étaient en train de partir de Floride. Ils ont eu en preview, enfin en primeur, la mise à jour qui leur a permis de gagner 30% sur la durée de vie de leur batterie. Vous imaginez, vous êtes sur la route, vous avez un ouragan derrière vous, tout d'un coup, vous avez 30% de batterie en plus, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, quoi. Hein, ça te donne un peu de confiance. Vous savez, c'est juste génial de se dire ma bagnole, elle a été updatée et puis je peux aller plus loin d'un coup comme ça. Nous, on a du mal à updater nos serveurs. Eux, elle est en remote comme ça, c'est bon, c'est parti, tu peux faire 30% en plus. Et un des facteurs clés chez eux, c'est le software. C'est ça, c'est du software. Il n'y a pas un seul élément mécanique dans le cockpit. Vous avez cet iPad géant qui est devant vous, tout est du software. Et le software, il est géré de manière unifiée, de manière synchronisée, de manière vraiment de bout en bout, depuis le processus de fabrication en usine jusqu'au tableau de bord. C'est vraiment, ils n'ont pas outsourcé un morceau en Chine, un autre morceau en Inde, etc. Ils gèrent ça de bout en bout. Et c'est leur capacité à être innovant, à être efficace sur le software qui les fait aller vers là. D'accord ? Donc ils ne sont pas en train de se dire comment on va faire un software cheap. Ils ne sont pas en train de se dire on va faire un truc qui est suffisamment bien. Ils sont en train de se dire on va faire le meilleur qui puisse exister. D'accord ? Déjà, dans vos conversations, dans les conversations que j'ai avec vous, le nombre de fois où j'ai entendu ouais, ça fait le job. Ouais, c'est suffisant. Mais ça, c'est pas suffisant, justement. On n'est jamais suffisant aujourd'hui. Il faut être les meilleurs. Netflix, il faut faire un truc qui est juste suffisant. Sinon, vous n'allez pas chez Netflix. Quoi. Si c'est juste suffisant, vous continuez à regarder la télé. Et c'est ça qui est super important. Il faut vous dire, je vais aller jusqu'au bout, je vais aller plus loin, parce que ça débloque des possibilités qu'on n'avait pas avant. Un autre exemple que moi j'adore, et qui est très différent de Tesla, même s'il reste dans l'automobile, dans un truc qui a des roues, en tout cas, c'est John Deere. Donc John Deere, eux, ils ne sont pas nés en 2010, ils sont nés en 1837. 1837. D'accord ? À l'époque, quand ils ont commencé, c'était juste une charrue. Hein, il y avait les bœufs devant, hein, il n'y avait pas le moteur. Donc eux, en termes de transformation, il y a du boulot. Et eux, aujourd'hui, si vous regardez un tracteur de John Deere, vous voyez ici, le tracteur, il bouge tout seul. Il n'y a personne dans le tracteur, mais il avance. D'accord ? Le tracteur autonome, ils l'ont fait il y a 10 ans. C'est pas Google aujourd'hui. Alors, dans un champ, il y a moins de personnes et moins de feu que dans une rue de San Francisco. Mais néanmoins, si vous regardez ce qu'on a dessus, vous voyez, ici, c'est des capteurs. Là, c'est des capteurs. Je ne sais plus où il y en a ailleurs, mais il y en a un peu partout. Enfin, il y a des capteurs un peu dans tous les sens. Si vous regardez sur YouTube et vous cherchez John Deere, vous allez trouver, par exemple, des mecs comme ça qui sont en train de faire des conneries, le tracteur avance tout seul, et ça, vous trouverez, hein, il y en a plein. Le mec, à un moment, il sort, il fait ses carreaux et tout, enfin, il fait n'importe quoi, et le tracteur, il continue à avancer. Et maintenant, John Deere, ils continuent à vendre des tracteurs, mais ils vendent des API, ils vendent des données, ils ont un SDK, ils ont une organisation sur GitHub, et vous développez avec John Deere. Et il y a des fermiers qui ont open sourcé sur GitHub le code qu'ils avaient créé pour synchroniser leurs deux tracteurs et qui fonctionnent ensemble, et ils conduisent un tracteur, le deuxième suit, vous avez la moissonneuse, et puis l'autre qui récupère tout ce qui a été collecté. Et ça, ils l'ont open sourcé parce qu'ils sont capables de faire ces choses-là. Et ça c'est de la transformation numérique. Vous voyez ça ? La transformation numérique, c'est pas je fais le même business avec en plus une application. C'est je crée un nouveau business pour ma boîte. Je crée quelque chose de nouveau, je prends ce que j'ai dans la boîte et je crée un nouveau marché pour ma boîte. Vous voyez ? Et ça c'est pas vos chefs de projet qui vont les faire.
C'est vous avec la technologie, c'est vous avec votre connaissance de ce que vous avez en interne, c'est avec votre connaissance de ce que sait faire la technologie aujourd'hui que vous allez pouvoir amener quelque chose de nouveau dans votre business. D'accord? Et ça n'arrive pas d'en haut. Ça arrive jamais d'en haut. Ça arrive forcément de vous. C'est vous qui amenez cette innovation-là. Donc déjà, c'est le premier truc sur lequel je veux que vous réfléchissiez. Et quand vous voyez, donc là, j'ai des exemples qui sont intéressants, mais il y a des exemples de transformation numérique qui ont complètement foiré aussi. Donc ça, et ceux-là, ils sont intéressants aussi à analyser. Donc ça, c'est un article de la Harvard Business Review qui est sorti il y a un mois ou 2 mois. Donc il est assez récent. Et il regarde des boîtes qui, sur les 5 dernières années, voire même un peu plus, ont lancé des messages où ils ont dit on a investi 5 milliards de dollars sur le numérique, on fait en transformation globale, etc. Donc dedans, il y avait Nike, il y avait Procter & Gamble, il y avait General Electric, il y avait Ford, il y avait des boîtes comme ça. Donc il en a 5 ou 6, mais des gros, hein, des mastodontes, avec quand même mis un paquet de pognon, etc. Et au bout de 5 ans, tous les CEO sont fait virer. Tous ceux. Parce qu'ils y ont été comme des bourrins, parce qu'ils n'y ont pas été par le bas, parce qu'ils y ont été par le haut. Ils se sont dit, on va mettre du fric, on va faire des apps et ça va suffire. Eh bien non. Parce que si vous n'entraînez pas les développeurs, si vous n'entraînez pas, si ça ne descend pas jusqu'en bas et que ça remonte d'en haut, ça ne marche pas, ces trucs-là. D'accord? Donc c'est vraiment, pour moi, la leçon de ça, c'est que toutes ces transformations-là, ça reste de l'IT, et surtout ça reste de l'IT agile, où on fait des expérimentations, on se plante, on les jette, mais c'est des expérimentations qu'on se laisse le droit de créer sans se mettre la pression, sans avoir des reportings de malades dessus. C'est des choses sur lesquelles on va vraiment innover, mais innover par le bas avec des idées et pas avec juste du pognon en se disant on va le faire comme ça ou on va démarrer cette grande transformation, parce qu'une transformation, ça ne se commande pas. Et ça, c'est un des retours de ce truc-là. Si on continue dans les échecs, l'échec le plus retentissant, celui qui, à mon avis, personnifie le plus cette erreur de partir d'en haut et d'écraser le bas, c'est Kodak. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Kodak, mais il y a un ingénieur chez Kodak qui a inventé l'appareil photo numérique. Il a inventé le truc qui a tué Kodak. Vous voyez ? Et il avait inventé le truc, et on lui a dit, garde ça dans le tiroir, ça sert à rien. D'accord ? Et donc il l'avait inventé, et on lui a dit, non, c'est bon, on n'y croit pas, ça ne marchera jamais. Il a ressorti, il avait amélioré, après il l'a ressorti, on lui a redit, non, c'est bon, ça ne marchera pas, laisse tomber ton idée. Et bon, c'est tout ce qui est arrivé, quoi. Alors, Kodak a gagné énormément d'argent quand même avec l'appareil photo numérique. Ils n'ont jamais réussi à en vendre de manière significative, mais ils ont eu des royalties. Donc, ils ont survécu vachement longtemps, en fait, sur les royalties de l'invention, parce qu'ils l'avaient quand même inventé. Donc, ils ont quand même gagné énormément d'argent grâce à ça, jusqu'au moment où le brevet est tombé dans le domaine public, et puis personne ne leur versait de royalties. 2 ans après, Kodak était mort, disparaissait. Et alors qu'ils avaient l'invention. Vous voyez, il y avait un ingénieur qui l'avait créé. Je trouve ça génial. Et ça, ce mouvement, il y a un bouquin qui est génial, qui s'appelle Le dilemme de l'innovateur, qui décrit exactement ce truc-là. Alors ça, c'est ce qui est super. Il part d'un truc en disant, si vous êtes biologiste et que vous voulez étudier différentes générations, enfin l'évolution des générations d'un insecte, prenez les moucherons parce qu'en 3 semaines, vous avez une nouvelle génération. Oui. Et donc c'est dit, dans la technologie, l'équivalent du moucheron, c'est le disque dur. Le disque dur, si vous regardez sur 30 ans, il y a eu plein d'évolutions technologiques et à chaque fois, il y a eu plein de révolutions technologiques. Et il étudie ça. Et ce qu'il voit à chaque fois, c'est que les nouvelles inventions, les nouveaux modèles de disque dur sont jamais meilleurs que les précédents. Quand ils sortent, ils sont jamais meilleurs que les précédents. C'est contre-intuitif. On se dit toujours, c'est meilleur, donc ça explose l'autre. Mais quand ils sortent, ils sont jamais meilleurs. Ils sont toujours moins bons. Ils sont toujours moins bons sur les métriques qu'on avait l'habitude d'évaluer. Prenez le SSD. Quand il est arrivé, les métriques qu'on avait, c'était le coût du gigaoctet. Le SSD, il pétait tout. Le SSD, c'était avant sur du cylindrique, on était à quelques euros du gigaoctet. Le SSD, c'était quelques centaines d'euros du gigaoctet, quasiment, quoi. C'est pour ça qu'on l'avait qu'en mémoire à l'époque et pas en disque dur. Donc le SSD, c'était à chier avec ces métriques-là. Mais jusqu'au jour où des gens se sont dit, ouais, mais avec un cas d'usage un peu différent, ça peut avoir un intérêt. Et ils ont créé un nouveau marché grâce à ça, grâce à ce nouveau cas d'usage, là où l'ancien disque n'avait aucune valeur sur cet ancien marché-là. Et donc, on a changé les métriques sur lesquelles on se mesurait, et c'est devenu un vrai marché.
Et donc il y a plein de trucs comme ça où on se dit, il y a plein d'innovations en fait, et ça, ça fait partie des conclusions. Il y a plein d'innovations qui arrivent, et si vous les montrez en interne à vos marketeurs, à vos commerciaux, etc., ils vont vous dire non, c'est pas terrible, parce que comparé à ce qu'on a déjà, c'est pas terrible. Mais si vous appliquez ça, non pas sur le marché existant sur lequel vous êtes, mais sur un autre marché, sur un nouveau marché, là, ça peut tout casser. Mais ce qui se passe, et je vous passe ces détails, mais ce qui se passe, c'est que vos commerciaux, eux, ils regardent leurs clients existants. On regarde le marché existant et on se compare toujours au marché existant. Mais on ne se compare pas à ce que pourrait devenir au nouveau marché qu'on pourrait créer. Et la conclusion de ça, c'est que donc les marketeurs, ils regardent ce qui est existant, donc les décideurs se disent bah non, ça n'a aucun intérêt. Et donc là, ce qui se passe généralement, c'est que si l'ingénieur qui a créé l'invention y croit vraiment, bah, il part. Alors il part tout seul, ou il part, si la boîte est un peu intelligente, elle crée une spin-off, elle crée une nouvelle société, et l'ingénieur part dans cette nouvelle boîte et développe l'activité qui potentiellement après est réinternalisée ou pas. D'accord ? Mais il y a eu, dans l'histoire du disque dur, il y a eu plein d'occurrences de ce modèle-là, et c'est ce modèle-là qui a permis à des nouvelles technologies de se déployer, et puis de révolutionner leur marché. Et ça, vraiment, ce bouquin, il est génial. Je vous recommande vraiment de le lire, parce qu'on y apprend énormément de choses. Il y avait un truc que je voulais vous dire, mais que je viens d'oublier. En tout cas, l'autre valeur, l'autre intérêt l'autre enseignement qu'on tire de ce bouquin-là, mais aussi de celui-là. Celui-là, il est aussi super intéressant. C'est que toute cette dynamique d'invention, elle arrive généralement quand vous avez des gens d'horizons très différents qui se rencontrent et qui commencent à travailler ensemble. Ça, ce bouquin-là, il a été écrit par un architecte, mais un vrai architecte, pas un architecte comme nous, un mec qui fait des bâtiments. Ce mec qui a fait le bâtiment, le centre de R&D de BMW. Et quand vous lisez le livre, ce qui est génial, c'est qu'il vous parle d'un building, et vous avez l'impression qu'il vous parle d'agilité et de DevOps. Si vous enlevez les premiers chapitres, vous avez l'impression qu'il vous parle d'agilité et de DevOps. Et ce qu'il dit, c'est que c'est la rencontre de gens dans diverses disciplines qui permettent de générer l'innovation. Donc c'est typiquement quand vous, côté IT, allez parler à quelqu'un qui est côté business, que vous allez pouvoir ensemble créer des choses nouvelles. D'accord ? C'est jamais, encore une fois, c'est jamais quand le manager arrive et dit bah tiens, on va faire ça, ça n'arrive pas. Vous voyez, c'est toujours quand ça arrive du bas, une discussion fortuite, une discussion entre deux gens d'égal à égal, mais dans des domaines différents, qu'on crée de l'innovation. Et un des trucs intéressants, c'est qu'il dit que dans une boîte, il y a 3 types de communication. Il y a la communication pour informer, la communication pour se synchroniser. Donc la communication pour informer, c'est quand vous avez la newsletter qui vous dit voilà tout ce qu'on va faire cette année, des choses comme ça. La communication pour synchroniser, quand on se dit bah voilà le projet, on va le gérer comme ça, voilà les milestones, etc. Et puis on se dit bah voilà j'en suis à tel truc aujourd'hui, etc. Et le 3e type de communication, c'est la communication pour l'inspiration. Et lui, dans ses buildings, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de favoriser cette communication pour l'inspiration. Et typiquement, ce qu'il fait, c'est que des équipes qui doivent travailler ensemble, il les met des deux côtés du bâtiment. Pas à côté, mais diamétralement opposés, avec une cafette au milieu. Et il les force comme ça à se déplacer et à aller rencontrer les autres. Et à créer, et à rencontrer éventuellement d'autres équipes avec lesquelles on n'a pas besoin d'aller travailler. Et donc ça, c'est assez intéressant. Ce qu'il dit aussi, et ça peut vous arriver, ils ont mesuré plein de choses comme ça dans les interactions entre les gens dans une même société. Et ce qu'il dit, c'est que vous avez la même proximité avec un collègue qui est de l'autre côté de la rue qu'avec un collègue qui est à 500 km. Le fait que vous soyez de l'autre côté de la rue, c'est comme si vous étiez à 500 km. Vous allez avoir la même qualité d'interaction avec ces gens. Donc aussi, ça permet de réfléchir à comment on organise l'espace et comment on va pouvoir discuter avec nos pairs, et surtout à changer nos modes de communication et potentiellement passer à plus d'écrits, passer à plus d'asynchrone. Vous pouvez regarder ma conférence d'il y a 2 ans et j'en parle déjà. Donc ça, c'était pour la partie numérique et innovation, parce que ça va de pair. Et je vous encourage vraiment à essayer d'aller connecter, vous, avec
le métier avec du business sans passer par les intermédiaires. Et c'est ça qui va vous permettre de générer beaucoup d'innovation et beaucoup de nouvelles idées surtout. Après, la partie agile, elle est aussi intéressante. La partie agile, c'est ce qui occupe énormément de DSI aujourd'hui. On en parle partout. J'entends les transformations agiles à tout va. Et la plupart du temps, quand j'en parle, quand j'écoute, j'entends surtout parler de cycle en V raccourci. C'est plus ça que je vois plutôt que de la vraie agilité. Et là aussi, je pense qu'on s'est fait avoir en tant que développeur parce qu'on nous a vendu des concepts, enfin on a vendu à notre hiérarchie des concepts, et qu'ils ont checké la case « c'est bon, on est agile », et sans avoir vraiment pensé agilité de bout en bout, et sans avoir vraiment pris en compte tous les concepts qu'il y a dans l'agilité. Le premier truc, ça j'ai trouvé ça dans un bouquin qui s'appelle Peopleware, qui a été écrit pour la première édition, elle date de 1987. Vous voyez, ça date de pas mal d'années quand même. Et le premier truc qu'il dit, c'est il y a une grosse différence entre une méthodologie avec un N minuscule et une méthodologie avec un M majuscule. Et pour moi, c'est exactement la même chose que la différence entre l'agile avec un A minuscule et l'agile avec le A majuscule. Donc on nous vend à tous l'agile avec un A majuscule. Et est-ce qu'on est agile au quotidien avec un A minuscule? Non. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je discute avec les gens déjà, et que je remets ça en perspective avec le manifeste agile, le premier truc qu'on nous dit, c'est les individus, les interactions, à un moment, les process et les outils. La plupart du temps, quand on me dit on est passé à l'agile, qu'est-ce qu'on a fait en premier? On a installé Jira, on a installé un outil, et puis on a designé un process dedans. Donc voilà, déjà, tu as checké les deux cases, mais du mauvais côté. Et puis, après, c'est quoi? On fait des sprints de 2 semaines, tout le temps. Et puis tous les jours ou tous les 2 jours, on fait une réunion Scrum à 10 heures pile. Et puis tout le monde est là. Et puis, vous voyez, et là où on devrait être agile, donc on devrait constamment s'adapter, on a tous ces invariants qui fait qu'on ne s'adapte pas puisque on ne change jamais. Quelle que soit la situation, on fait exactement la même chose. Il y en a qui mixent d'un jour à l'autre, qui font un sprint de 2 semaines, et puis après là, ça va être plus dur, donc on va faire un sprint de 3 semaines. Ah bah non, on peut pas, parce que sinon ça pète toutes les métriques qu'on s'était données. Vous voyez, ça pète, ouais, mais après nos story points et tout ça, notre vélocité, ça marche plus. Mais c'est pas agile à ce moment-là. D'accord? Pour moi, l'agilité, c'est vraiment, aujourd'hui j'ai une situation donnée, je vais la résoudre de cette manière-là, dans 2 semaines, ma situation elle est différente, je vais la résoudre sans doute d'une autre manière. Peut-être que je ferai la même chose, peut-être pas. Mais je ne vais pas passer mon temps à faire exactement les choses de la même manière. Et en plus, si on va sur ces notions de métrique, si on continue dans le manifeste agile, la priorité principale, c'est de satisfaire le client avec du delivery en continu, enfin la delivery rapide et en continu software. Donc, toujours pareil, quand je creuse, vous faites des sprints de 2 semaines, vous mettez en prod tous les combien? Ah bah tous les mois. Quoi? Mais qu'est-ce que tu as fait au bout de 2 semaines alors? Ah bah j'ai fait une démo PO. Bah ouais, mais le client, c'est pas le PO. Le client, c'est le mec qui utilise l'application derrière. Donc lui, il n'a pas eu de valeur. C'est à lui qu'on doit donner de la valeur, pas au PO. Je sais pas, hein. Ça me paraît évident. Et donc, l'agilité, elle s'arrête où alors? C'est l'agilité dans la gestion de projet ou c'est l'agilité de bout en bout jusqu'à la mise à disposition d'une fonctionnalité devant le client? Et la plupart du temps, c'est l'agilité, ça s'arrête à créer un Kanban et puis mettre des post-it dessus. Et non, c'est pas ça. Du software qui fonctionne est la première mesure du progrès. Ça, c'est votre cas ou pas? Ou la première mesure du progrès, c'est le nombre de points, de story points que vous avez délivrés? Ça aussi, et qu'est-ce que vous mesurez exactement? Parce que si on veut mesurer la satisfaction si on veut mesurer quelque chose d'intéressant, il faut mesurer la satisfaction du client. Il faut mesurer les drivers business. C'est ça qui est important. Parce que si vous délivrez des trucs dont le client n'a rien à faire, il n'y a pas de succès. Peu importe que vous ayez délivré 250 story points à la place d'en livrer 125, si le client n'a rien à faire de ce que vous avez livré, ça ne sert à rien. D'accord? Il y a le bouquin Lean Startup, il avait une expression où il disait vous avez réussi l'échec. Vous avez réussi l'échec. Donc vous avez délivré du super software dont personne n'a rien à faire. Donc ça marche, mais personne n'en a rien à faire.
you achieve failure. C'est ça qu'ils disent. Et c'est exactement ça qui se passe la plupart du temps parce qu'on ne mesure pas les vrais trucs. Nous, chez GitHub, par exemple, on va mesurer le nombre d'utilisateurs, on va mesurer le temps qui passe à utiliser notre software, on va mesurer le nombre de contributions qu'on reçoit et l'évolution du nombre de contributions ou l'évolution du nombre de pull requests ou des choses comme ça. Mais le nombre de story points qu'on a délivrés, on s'en fout. On s'en fout, ça sert à rien. D'accord? Donc vraiment, et ça, pensez-le dans vos applications dès le début, à la rigueur. Vous allez mettre du monitoring, vous allez récupérer des KPI, je sais pas, vous générez des logs, des choses comme ça. Générer des trucs qui vont permettre de vraiment mesurer l'évolution du succès de votre software plutôt que de mesurer des trucs qui au final ne servent à rien. Alors je sais que faut que nos managers aient quelque chose à mesurer, mais donnez-leur. N'attendez pas qu'ils vous disent voilà, on va vous mesurer comme ça. Dites-leur nous, on pense que la mesure qui est intéressante, c'est celle-là. D'accord? Parce que si vous attendez, eux, ils ont besoin d'une métrique. Après, ils s'en foutent à la rigueur. Ils ont besoin d'une métrique. Donc donnez-leur une métrique qui est intéressante et qui n'est pas complètement artificielle. Une autre raison pour laquelle vous devez changer aussi, ça c'est super, c'était dans Peopleware aussi. Pardon. Une autre bonne raison de changer, c'est ce qu'ils ont appelé le Hawthorne Effect. Ils ont fait une expérience dans une usine, et puis donc ils ont mesuré la productivité, et puis ils ont changé la lumière. Ils ont mis beaucoup plus de lumière. La productivité est montée. Donc là, tout le monde se dit, il faut plus de lumière. D'accord? Puis après, ils se sont dit, bon, on va quand même vérifier, on va baisser la lumière. La productivité a augmenté. Et en fait, ils se sont rendus compte que ce qui fait augmenter la productivité, c'est le changement. Parce que, à la rigueur, si j'augmente la lumière, la productivité va monter, et puis potentiellement, au bout d'un certain temps, elle va redescendre à là où elle était. Mais le fait de changer tout le temps fait que ça reste challenging, ça reste intéressant pour les gens. Il y a du nouveau, il y a de l'intérêt. On se rend compte que quelque chose change. Enfin, on est là, on est piqué. Voyez, on n'est pas en train de dormir. On se dit tiens, il y a un truc sympa et que ça excite les gens et ça fait qu'ils sont plus engagés dans leur boulot. Il y a une phrase qu'ils disent aussi dans ce bouquin. Ils se disent vos employés viennent au bureau, ça serait bien qu'ils amènent leur cerveau. Vous voyez, et c'est ça l'idée. C'est vous avez les gens qui arrivent au boulot et puis vous les excitez pas, vous les engagez pas, vous leur donnez pas envie de vraiment activer tout leur cerveau, mais ça ne vous coûte pas plus cher s'ils utilisent leur cerveau quand ils viennent, puisqu'ils viennent déjà. Donc vous voyez, changer, c'est aussi... ça fait partie de l'agilité, mais c'est aussi intéressant, ne serait-ce que par ça. Donc les mesures, je vous en ai déjà parlé. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut réfléchir, mesurer les vrais trucs, et pas mesurer juste ce qui est mesurable par votre outil sur lequel vous gérez votre projet. Encore une fois, mesurer du business, c'est beaucoup plus intéressant que de mesurer des story points ou des choses comme ça. Et puis, quand je vous parle d'agilité de bout en bout, il y a ce bouquin qui est pour moi super intéressant, que je vous recommande de lire, mais que je vous recommande de donner à votre boss aussi, pour qu'il comprenne enfin ce que c'est que le DevOps. Ça, ce bouquin, si vous ne l'avez pas lu, c'est l'histoire d'un projet qui a foiré. Et si vous avez déjà vécu un projet qui a foiré, je pense que c'est beaucoup de gens dans la salle, puisqu'on est dans l'IT, vous allez retrouver plein de trucs que vous avez vécu. Je trouve que donc c'est une histoire, c'est pas de la tech, c'est une histoire de technicien, et ça vous apprend plein de choses sur. Ça permet de mettre des mots derrière plein de choses que vous avez déjà vécues. Et puis notamment, ce qu'ils disent, et qui est super intéressant, c'est que quand on développe quelque chose, donc le temps entre une idée et le temps où on la met à disposition d'un client, encore une fois, pas à un PO pendant une démo, mais à un client réel, eh ben, le temps, la plupart du temps, a été passé à attendre. Coder un petit peu, passer ça à la QA, attendre que la QA le prenne en charge, la QA passe aux Ops, les Ops potentiellement vont le mettre en prod. C'est un bouquin qui est aux prémices du DevOps, qui a introduit le DevOps. Donc ils sont encore dans un modèle ancien, mais ils expliquent comment ils arrivent au DevOps grâce à ce truc-là et pourquoi ils arrivent au DevOps grâce à ce truc-là. Et c'est vrai, et on voit que entre le moment où vous avez l'idée et le moment où c'est mis en prod, mais vraiment vous avez passé votre temps à attendre. Et donc tout l'intérêt, c'est de calculer ce temps, en fait, le temps que vous pouvez mettre à mettre en prod. Alors il y a beaucoup de gens qui essaient de calculer le temps, par exemple, pour changer, si vous voulez changer la couleur d'un bouton sur votre application. En termes de code, ça vous prend quelques secondes, généralement. Si vous changez vraiment une virgule quelque part, combien de temps vous allez mettre pour mettre ça en prod?
Et ça, c'est une bonne mesure. Si vous êtes sur un chantier DevOps et que vous voulez mesurer quelque chose, bah, mesurer votre capacité à mettre en prod quelque chose très rapidement, c'est assez intéressant. Donc ça c'est un truc intéressant à mesurer. Un autre truc intéressant à mesurer, et ça, quel que soit l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, quel que soit le type de transformation, etc., ça s'applique, et ça s'applique depuis des années et des années. Pareil, ça c'est dans Peopleware, dans la première édition de Peopleware, donc en 80 et quelques. Il mesurait le taux de bruit ou le taux d'interruption qu'on pouvait avoir dans son espace de travail. Donc combien de fois est-ce que vous êtes dérangé quand vous êtes en train de coder? Il part d'un principe que vous êtes productif quand vous êtes dans ce qu'on appelle le flow. Vous êtes en train de travailler, vous êtes arrivé le matin, vous avez commencé vous avez épuisé vos emails, etc. Vous vous mettez vraiment à coder, et vous arrivez à un moment dans un état de concentration où tout arrive naturellement. Vous voyez, votre cerveau fonctionne à temps plein, et là, vous êtes super productif. Et quelqu'un vous tape sur l'épaule, ou vous avez le téléphone qui sonne, ça dure 30 secondes, mais ces 30 secondes-là vous en coûtez 15 minutes, parce que c'est au bout de 15 minutes que vous allez vous remettre dans cet état de concentration qui est le flow. En fait. Et ce qu'il demandait aux gens, c'était de créer un tableau en mettant, voilà, j'ai commencé à 8h30 à coder, j'ai été interrompu à 8h37. D'accord. Et suivre toutes ces interruptions dans la journée. Alors ça peut être, on a eu notre daily scrum à 9h, voilà, 9h, hop, j'ai repris à 9h30. Lister tout ça, et de calculer après, à la fin, ce ratio, là, le I-factor, pour voir au final quel était le degré de toxicité de l'environnement dans lequel j'étais. Typiquement, c'est est-ce que je peux travailler au travail? Est-ce que j'ai des conditions qui me permettent de travailler correctement? Et ce qu'il dit, c'est que si vous n'arrivez pas à 40%, c'est que c'est terrible. Il y a un problème chez vous. Et 40%, intuitivement, ça paraît vachement bas, quoi. On se dit, je suis développeur, et mon objectif, c'est d'avoir 40% de temps de travail productif sur du code. Sur du code, on parle. Ça paraît bas. Mais d'un autre côté, on sait très bien qu'on fait d'autres choses. On a besoin de faire d'autres choses. On a besoin de se coordonner, etc., de parler à d'autres gens, de lire des trucs, de se mettre à jour, etc. Donc 40% d'un autre côté, quand on y réfléchit, ça paraît honnête. Mais essayez de faire ce calcul-là une fois. Dans une journée normale, faites ce calcul-là et regardez où est-ce que vous en êtes. Et surtout, commencez à repenser votre organisation dans votre projet et vos manières d'interagir avec les autres. Parce que, rappelez-vous, hein, c'est pas du flanc, cette interruption de 15 minutes. Ça a été, cette interruption qui vous coûte 15 minutes, pardon, ça a été calculé par pas mal de gens. Et calculez au bout de la journée combien vous avez perdu de temps, combien ces interruptions vous ont coûté. Et il y a des mesures qui sont super simples à mettre en œuvre pour regagner ce temps-là, pour regagner peut-être 15 minutes ici, 15 minutes là, etc. Typiquement, c'est de 14h à 17h, pas d'interruption. Donc on se dit dans l'équipe, les téléphones sont éteints. Si tu as une question, tu la gardes pour demain ou tu la gardes pour après 17h. D'accord. Tout le monde maintenant, on ne se parle plus, quoi. Pendant 3 heures, on n'interrompt plus les autres. Si tu as une question, tu envoies un email. De toute façon, moi, j'éteins les notifications dans mon email, donc je ne la verrai même pas. Tu attendras 3 heures, tant pis. Généralement, vous pouvez attendre 3 heures quand vous avez une question. Vous passez à autre chose, je ne sais pas quoi, vous anticipez un petit peu. Mais déjà, collectivement dans l'équipe, vous vous donnez cette possibilité-là. Vos réunions, vous ne les collez pas au milieu de la journée. Si je vous colle une réunion à 10h et que vous arrivez au bureau à 9h, vous n'allez pas commencer votre refactoring de la mort qui tue, qui prend 32 classes différentes à 9h, parce que vous savez que vous avez qu'une heure, vous n'allez pas vous lancer dedans. Donc ça vous a potentiellement bouffé cette heure-là aussi. Vous voyez. Donc mettre les réunions en début de demi-journée ou en toute fin de demi-journée pour vous laisser un maximum de larges plages horaires pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est un truc qui est super intéressant. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Et puis l'autre truc qui est super intéressant aussi, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe quand j'ai quelqu'un de nouveau qui arrive dans le projet. Donc quand vous démarrez un nouveau projet, l'arrivée de quelqu'un de nouveau, c'est assez facile. Il n'y a pas de legacy, il n'y a pas de connaissances, il n'y a pas de choses à apprendre, etc. Par contre, quand vous avez quelqu'un qui arrive sur un projet existant, en combien de temps cette personne-là devient productive? Et qu'est-ce que vous avez fait dans votre projet pour réduire ce temps jusqu'à la productivité de cette personne-là? Typiquement, tous les choix d'architecture que vous avez pu faire, ou tous les non-choix d'architecture que vous avez pu faire, genre, tiens, si on utilise ce framework-là, bah non, parce que ça et ça. Donc ces discussions-là, elles sont super intéressantes aussi. Où est-ce que je vais pouvoir les trouver quand je vais arriver? En combien de temps je vais comprendre pourquoi on est à cet état-là, et pas dans un autre état, ou avec une autre stack techno, etc. Vous pouvez, grâce à ça, enlever quelqu'un qui arrive dans une équipe va être productif généralement au bout de 3 mois, si vous avez un projet qui est déjà démarré, j'entends. Si vous pouvez réduire ça d'une semaine, de 2 semaines, de 3 semaines, vous imaginez ce que ça peut coûter? Combien vous gagnez? Combien vous êtes payé par votre boîte?
qu'est-ce que ça fait gagner à la boîte en termes d'euros? Et quels sont les investissements que vous allez mettre derrière pour atteindre ce truc-là? Voilà, j'ai plus beaucoup de temps. Et c'est encore pire quand vous avez du turnover aussi. Si vous avez un patron qui est toxique avec plein de gens qui partent, ça, ce schéma-là, il est dans Peopleware aussi. Et ce qu'il dit, c'est que quand j'ai quelqu'un qui part et quelqu'un qui arrive tout de suite après, ma productivité ne reste pas flat. J'ai un développeur qui part, j'en ai un nouveau qui arrive. Bah, c'est pas magique, il reprend là où l'autre avait été parti. J'ai un creux, j'ai une perte de productivité pendant très longtemps. J'ai non seulement une perte de productivité parce que cette personne-là doit être à jour. Donc mon équipe, globalement, a perdu en productivité parce que j'ai perdu une personne et que l'autre n'est pas encore up to speed. Mais j'ai aussi du temps qui est pris sur mes collègues qui vont aider cette personne-là à devenir productive et qui eux-mêmes seront moins productifs. Donc il y a des coûts partout. Donc c'est aussi ça qu'il faut savoir évoluer pour essayer d'améliorer les choses. Donc, moi ce que je vous propose, c'est de remettre le développeur au centre de tout ça, et c'est de s'arranger pour que tous les outils en fait tournent autour du développeur. Et aujourd'hui, quand on est sur des produits numériques, j'entends trop souvent des gens qui disent « Ouais, mais mon PO, il n'est pas développeur, il n'a pas envie d'aller dans un outil de dev. » Ouais, mais votre PO, il travaille avec des techniques, il travaille avec des gens qui travaillent autour du code, et ça ne va pas le tuer d'aller lire une issue quelque part. Ça ne va pas le tuer de faire du Markdown à la rigueur. N'importe qui peut apprendre du Markdown. Chez nous, chez GitHub, les commerciaux, les juristes, ils font du Markdown et des pull requests. Et apprendre le Markdown, j'ai des petits bouquins, là, des petits livrets qu'on déploie, et ça tient sur 20 cm, hein, le Markdown. Ça tient sur 20 cm, donc ils peuvent apprendre. Et ce que je veux, c'est qu'on refuse maintenant que les gens se disent « Oh non, c'est de la technique, moi je ne veux pas faire ». Au jour d'aujourd'hui, en 2018, il y a un minimum quand même à appréhender. Et si vous êtes sur un projet technologique, vous devez au moins avoir un minimum d'appétence technologique. Et ce n'est pas acceptable. On ne doit pas, nous, accepter que les gens vous disent bah « Non, c'est de la technique, je ne vais pas y toucher ». Non, tout le monde doit y toucher maintenant, sinon ça ne sert à rien qu'on parle de transformation numérique. Ça ne sert absolument à rien. Donc il faut qu'ils fassent ça. Et aussi, il faut que vous posiez des questions. Est-ce que mon outil de collaboration dans mon équipe de dev doit être le même outil de collaboration que la secrétaire, que l'assistante ou que la compta? En tant que dev, je peux peut-être avoir des collaborations qui sont différentes du reste de les équipes. Donc peut-être qu'au lieu d'avoir un Confluence où je vais faire du wiki et des choses comme ça, bah, peut-être que je vais me faire un truc en ASCII-doc et mon équipe de dev va travailler en ASCII-doc et elle va générer automatiquement sa doc. Ça me paraît normal. Et à la rigueur, je peux avoir mon outil parce que de toute façon, l'assistante de direction ne va pas aller voir la documentation de mon code. Elle s'en fout. Donc je peux aller dans un autre outil, on ne va rien perdre. Et à la rigueur, un développeur peut travailler dans 2 outils différents en fonction des différentes choses. Est-ce que c'est à vous d'aller mettre à jour l'activité de l'équipe de dev ou est-ce que c'est le responsable du projet qui peut aller voir ce que vous êtes en train de faire? Typiquement, est-ce qu'il peut aller voir les issues sur lesquelles vous travaillez, les pull requests sur lesquels vous travaillez? Et comme ça, il saura quel était l'avancement, plutôt que vous aller checker un ticket Jira et lui dire bon, bah, c'est bon, je l'ai fait. Il peut aller checker une pull request et dire bah, c'est bon, il l'a fait puisqu'il l'a fermé. Vous voyez, et renverser un peu tout ça. Parce qu'on passe, nous, notre temps en tant que développeur à aller updater les outils des autres. On passe notre temps à updater des feuilles Excel, des documents Word, à updater des Jira, à updater je ne sais pas quoi. Et il n'y a aucun intérêt pour nous à le faire. Qui a choisi vos outils? Est-ce que la personne qui a choisi vos outils est la personne qui les utilise au quotidien? Est-ce que c'est la personne la plus informée, la mieux informée, pour connaître votre degré de productivité là avec ces outils? Ça aussi, c'est des questions qu'il faut vous poser et il ne faut pas hésiter à challenger ça. Derrière, je veux vous rappeler un truc simple. J'ai pris un salaire moyen d'un développeur. Alors j'espère que je ne me suis pas trop gouré. J'espère. Vous rajoutez des charges, et au passage, vous avez vu, hein, il y a la SOG, il y a AXA, il y a Noroto, il y a plein de boîtes qui sont là pour recruter des développeurs. Hein, ça veut dire que c'est vous qui êtes le maître du jeu aujourd'hui. Si vous voulez partir, vous ouvrez la porte et il y en a 5 ou 6 ou 7 qui sont prêts à vous offrir un job. Hein. Donc il ne faut pas hésiter non plus. Si vous prenez votre coût horaire moyen, c'est 40 €. 40 €. Et encore, là je suis light parce qu'il y a plein de coûts supplémentaires qui interviennent. Donc c'est au moins 40 €. Donc quand vous demandez une licence qui va vous coûter 9 € par mois, vous voyez, ça fait quelques minutes de votre temps. Combien de fois vous pouvez économiser quelques minutes de votre temps? Donc en combien de minutes vous pouvez amortir un nouvel outil dont vous avez besoin? Si vous arrivez en disant, tu sais, je peux gagner 10 minutes par jour et ça va faire le ROI de l'outil, bah, si vous commencez à avoir une discussion comme ça, peut-être que ça peut changer aussi les choses et vous pouvez justifier pas mal de trucs.
Donc franchement, je vous encourage à récupérer du temps de développement, à fournir vous-même les métriques sur lesquelles vous voulez être mesuré et pas juste à appliquer des métriques qui sont complètement artificielles. Euh, Pensez aux meetings. Quand est-ce que vous les mettez? Est-ce qu'ils sont utiles, les meetings? Est-ce que vos cérémoniaux, par exemple Scrum, ils sont vraiment utiles? Est-ce qu'il est utile d'avoir toute l'équipe au même endroit, au même moment? Est-ce qu'on ne peut pas le faire de manière asynchrone? Nous, chez GitHub, par exemple, on fait des radars. Donc, on génère automatiquement une issue toutes les semaines, et chaque développeur va dans l'issue en disant, bah, voilà moi ce que j'ai fait cette semaine, et voilà ce que je vais faire. C'est exactement pareil que ce qu'on pourrait faire dans un stand-up, mais c'est asynchrone. On n'a mobilisé personne, et moi, si j'ai envie de le lire le lundi à 11h30 au lieu de le faire le lundi à 10h, bah, je le fais comme ça. Et donc, il y a plein de trucs encore, mais j'ai plus beaucoup de temps. Il me reste 1 minute. On n'a plus le temps. Bon, je voulais quand même vous mettre une photo d'un truc. C'est le monsieur en costard là-bas, c'est Frédéric Oudéa, c'est le CEO de la Société Générale. Et vous voyez, chez eux, eh ben, le CEO, il a un compte GitHub. Alors, et il s'en sert en plus. Alors, il apprend. Hein, c'est pas lui qui fait les algo trading encore. Mais il apprend, et moi je trouve que c'est génial parce que ça diffuse une culture. Maintenant, le mec en haut de la boîte, il sait ce que c'est qu'un développeur et il sait ce que c'est que coder. Et ça, si vous avez l'opportunité de le faire, moi je trouve que c'est génial. Si vous avez l'opportunité d'aller taper à la porte de votre CEO et lui dire, bah, tiens, si je te montrais qu'est-ce que ça veut dire que coder, et quand on parle de transformation numérique et d'agilité, etc., bah, peut-être que maintenant tu vas savoir ce dont il s'agit, et ben, je pense qu'on y gagnera énormément. Voilà, merci.